Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle vidéo sur la régence de Marie de Médicis, la prise du pouvoir de Louis XIII et l'ascension de Richelieu auprès de la reine-mère et le roi. La régence de Marie de Médicis, marquée alors par l'influence de nombreux favoris sur la reine-mère, voit aussi l'ascension extraordinaire de Leonora Galigai et de son époux, l'Italien Contino Concini, tous deux d'origine florentine et parfaits courtisans. Très influente auprès de la reine-mère, Leonora réussit à lui soutirer sans cesse de nouvelles faveurs pour elle et son mari. Ainsi, peu après la mort du roi Henri IV, Contino Concini rentre donc au Conseil d'État en juillet 1610 et obtient le gouvernement de Place-Forte en Picardie, ainsi que la charge de premier gentilhomme de la chambre du roi. En septembre, la reine achète même pour lui le marquisat d'Ancre et nommé lieutenant général de Picardie. Il devient même maréchal de France en novembre 1613. Enfin, en mars 1616, il échange ses possessions picardes contre le gouvernement de Caen et cherche à s'implanter en Normandie. Mais ne cherchons guère à s'orienter vers la politique française, même si cependant il place en 1616 ses protégés, Richelieu, Barbin, Mangot, à la place des Barbons, ancien ministre d'Henri IV au Conseil du roi. L'Italien puissant Contini en profite donc tout de même pour se bâtir une fortune immense et considérable. Se croyant tout puissant aux côtés de la reine-mère, Contini ne voit pas monter la haine que lui porte le peuple, mais aussi le jeune roi à son égard, avec qui il se montre hautain, insolent et méprisant, et dont le roi se sent de plus en plus abandonné et rejeté par sa mère, qui préfère ses favoris à lui. Une première alerte en été 1616 aurait donc dû amener le favori italien à plus de prudence, qui doit au Conseil faire de plus en plus face à l'hostilité de Condé et de Villeroy, qui cherche donc coûte que coûte à le renverser. Mais prévenue du complot qui se trame contre son puissant favori, Marie de Médicis réussit à le sauver en embastillant le prince de Condé le 1er septembre, déclenchant la fureur du peuple parisien qui soutenait Condé contre ces étrangers soi-disant parvenus. Ils décidèrent de piller le bel hôtel particulier de Contini. Jusqu'en 1617, la devise de Contini, protégé d'en haut, il ne craint rien d'en bas, illustre bien la situation et sa puissance, mais c'est négliger, donc, et bafouer l'autorité suprême que représente le roi lui-même, envers lequel le maréchal d'Ancre ne cesse de se conduire de manière insolente. Contini et la régente l'écartent donc également le plus souvent des réunions du conseil. Excédé par tant de suffisance, le jeune roi qui décide de se venger prépare un complot royal qui prend alors forme lors de ses réunions confidentielles avec ses fidèles amis et compagnons, dont Luynes, le maître de sa fauconnerie, qui fut l'inspirateur de la conjuration, véritable maître d'œuvre du projet et commis aux finances, et enfin le marquis de Vitry, capitaine des gardes, leur servant de bras armé. L'objectif, qui consiste donc à faire arrêter Contini et à l'assassiner, se passe donc le 24 avril 1617 au Louvre. Ce jour-ci, l'Italien puissant, qui marche paisiblement vers le pont-levis du Palais Royal, est abattu de 3 coups de pistolet. Lors de ce moment, Louis XIII, qui se tint derrière une fenêtre du palais à un étage et contemplant le complot qu'il a tramé, dont il rêve depuis longtemps, aurait, selon la légende, monté sur une table et s'écrié « Maintenant, je suis roi !» ou « À cette heure, je suis roi !» Du fait de la détestation universelle dont Contini faisait l'objet, l'exécution de ce dernier est alors accueillie d'un grand cri de joie par le peuple de Paris qui est en liesse au cri de « Vive le roi !» Le jour même de sa mort, le cadavre du feu maréchal d'Ancre, qui est sorti alors de l'église Saint-Germain à l'Auxerrois, est traîné dans les rues boueuses de la capitale. Et pris de frénésie, les Parisiens s'acharnent aussitôt sur les dépouilles du maréchal d'Ancre qu'ils mutilent
à qui mieux avant de le pendre. Enfin, lapidé et bastonné, le cadavre de comte Kenny est traîné jusqu'au Pont-Neuf, pendu par les pieds à l'une des potences qu'avait fait élever l'ancien maréchal, et ses restes dépecés par la foule et mis en pièces seront brûlés et peut-être même jetés dans la Seine. Tandis qu'Éléonora Galigaille, elle sera accusée de sorcellerie par le Parlement de Paris et condamnée à son tour au bûcher. Elle sera décapitée et brûlée vive et ses cendres disparaîtront. Quant à Marie de Médicis, elle est séquestrée dans ses appartements et plus tard chassée de la cour par son fils Louis XIII qui ne lui pardonnera pas pour un temps. Elle s'exilera au château de Blois. La guerre de la mère et du fils a commencé. Placée sous haute surveillance à Blois, l'ambitieuse Marie de Médicis ne peut accepter d'être écartée du pouvoir et entourée de Richelieu, que l'on finit alors par éloigner d'elle en 1618, la reine-mère recherche par tous les moyens à revenir sur le devant de la scène politique en multipliant les contacts secrets, notamment avec le duc d'Épernon, ancien mignon d'Henri III et gouverneur de places fortes importantes. Dans la nuit du 22 février 1619, Marie s'évade de son château en passant par une fenêtre, puis rejoint d'Épernon au château de Loches. Le roi destitue donc le duc de toutes ses fonctions. Rapidement, un accord est signé le 30 avril grâce au rôle d'intermédiaire de Richelieu, rappelé pour l'occasion. Mariés d'Épernon sont pardonnés, mais la première reste écartée du conseil. La mère et le fils officialisent donc leur rapprochement lors d'une rencontre le 5 septembre 1619, mais la réconciliation ne reste cependant que de façade. Marie refuse alors de revenir à Paris et prépare sa revanche depuis Angers. Le prince de Condé est alors libéré en octobre 1619, ce qui la pousse à se révolter, et les grands d'Épernon, Mayenne et Longueville, qui sont également hostiles et excédés par les faveurs excessives obtenues par Luynes et ses amis par le roi, se rallient à la cause de la reine-mère. En juillet 1620, le roi doit donc à nouveau intervenir militairement, s'occupant d'abord de Rouen et Caen, d'où ces derniers n'opposent aucune résistance, puis se dirige vers la Loire, où au pont de Cé, le 7 août, l'armée royale vainc celle des rebelles. 3 jours plus tard, par un traité, Louis XIII se réconcilie donc de nouveau avec sa mère, qui voit l'amnistie de la reine-mère et ses partisans. La mort de Luynes en décembre 1621, l'un des plus grands et fidèles favoris du roi, permet à la mère et au fils de se rapprocher plus sincèrement et durablement dès janvier 1622, et le 31 janvier, Marie revient au Conseil. Le gouvernement des Bourbons étant usé par des rivalités internes, la reine-mère cherche donc à user de son influence pour obtenir également la réintégration de Richelieu, son fidèle conseiller. En temps exilé en Avignon, ce dernier sait se rendre indispensable lors des négociations de réconciliation entre la mère et son fils depuis les précédentes années 1619, 1620 et 1621. Et en récompense de ses services, il finit alors par obtenir en 1622 le chapeau de cardinal qu'il désirait tant. Le roi, qui était alors méfiant du retour de Marie de Médicis au Conseil, accepta son retour au pouvoir le 24 avril 1624. Puis, toujours grâce au soutien de Marie de Médicis, Richelieu bénéficie alors de la détente entre elle et Louis XIII pour à son tour revenir au Conseil le 29 avril de la même année. Armand Jean du Plessis, né en 1585, fut le fils cadet d'une famille noble du Poitou, destiné au départ à la carrière des armes, et fils de François IV du Plessis, seigneur de Richelieu, marquis du Filloux, de la Vervollière et de Bessin, et capitaine des gardes de Henri III,
qui meurt en 1590, devient alors marquis de Chailloux à la mort de son père. Il entre finalement en religion en 1605 pour que sa famille puisse conserver l'évêché de Luçon, remplaçant alors son frère n'y voulant pas. Armand fait alors de brillantes études de théologie à la Sorbonne, à Paris, puis administre avec zèle son évêché à partir de 1609, qu'il parvient à restaurer et à entretenir. Élu député du clergé pour les États généraux de 1614 et 1615, il s'y fait remarquer grâce à ses talents d'orateur par Marie de Médicis, qui l'appelle au conseil du roi en 1616. Mais l'année suivante, il est entraîné par la chute de Contino Contini et de la reine-mère. Mais il reste néanmoins le principal conseiller de cette dernière, dont il est l'aumônier et le chef du conseil. Prenant l'ascendant sur tous les autres ministres et hommes d'une grande intelligence sans équivalence, dès la fin des années 1610, Louis XIII commence à remarquer les grandes capacités intellectuelles du sens de l'État et de la raison de l'État de ce grand homme pourvu d'un immense talent de ministre inégalé de l'époque. S'établit alors entre ces deux hommes une confiance qui se poursuivra alors jusqu'à leur mort. Merci beaucoup d'avoir suivi cette nouvelle vidéo et à bientôt pour un nouvel épisode.